C'est un accord qui est négocié entre la Commission européenne et le gouvernement américain. Donc les négociations ont débuté en juillet 2013 et on s'attend à ce que l'accord soit signé d'ici début 2015 ou dans le courant de l'année 2015, une échéance importante pour les négociateurs étant les élections présidentielles américaines qui auront lieu en novembre 2015. C'est pas simplement un accord de libre-échange où on se contenterait d'abaisser les barrières douanières entre les États, donc de faciliter simplement le commerce des marchandises. C'est un accord que la Commission européenne décrit elle-même comme très ambitieux et très englobant. Et donc si on le traduit dans nos mots à nous, ça veut dire que c'est un accord de libéralisation tous azimuts. On va abattre toute une série de barrières, d'obstacles au fonctionnement des entreprises et surtout au profit des entreprises. Le coût du travail aux États-Unis, mais aussi d'autres coûts comme les coûts de l'énergie, sont beaucoup plus faibles qu'en Europe. Et donc il y a toute une série d'entreprises qui aujourd'hui fonctionnent à l'échelle européenne. On peut prendre par exemple des entreprises de fabrication de matériel de transport ou de grues, comme à Caterpillar par exemple à Charleroi. Eh bien, ces entreprises pourraient être tentées, pour profiter des bas salaires américains, de délocaliser. En plus, si elles délocalisent aux États-Unis, elles peuvent délocaliser dans des régions à très faible salaire aux États-Unis, notamment le sud des États-Unis, voire même délocaliser une partie de leur activité vers le Mexique. On peut prendre l'exemple de l'éducation, de la santé, du secteur social. On pourrait par exemple, dans le champ de l'éducation, voir débarquer ici en Europe des universités américaines. Toutes nos universités ici sont publiques ou à but non lucratif. Là, il y a des universités qui sont privées, qui font du profit, dont l'objectif est de faire du profit, et qui voudraient certainement gagner des parts de marché universitaires sur notre marché à nous. Alors si ça advient, ben, le risque, ça va être par exemple que les programmes d'université ne pourront plus être contrôlés par les gouvernements ou que les procédures de recrutement des étudiants dans les universités ne seront plus contrôlables par le gouvernement. Donc on va avoir une sorte de dérégulation du marché universitaire. On pourrait prendre d'autres exemples de services publics, par exemple en matière de santé. On pourrait voir un certain nombre de morceaux de notre système de santé être privatisés. La production de viande, de céréales, de sucre, de riz au niveau européen est encore relativement protégée vis-à-vis de la concurrence américaine. À partir du moment où les droits de douane seraient annulés, parce que c'est bien ça l'objectif du traité transatlantique, ça veut dire que nos producteurs agricoles, nos agriculteurs, subiraient une concurrence extrêmement forte des exploitations américaines. Il faut bien visualiser ce que sont les exploitations américaines. Ce sont des exploitations géantes. Les exploitations sont en moyenne beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en Europe, donc extrêmement productives, produisant à bas coût et produisant aussi des matières agricoles de plus faible qualité. Je veux dire, l'agriculture aux États-Unis est beaucoup plus industrielle encore qu'en Europe, et donc ça irait également de pair avec une détérioration de la qualité des aliments. Les conséquences de cet accord ont été très mauvaises, d'abord pour les travailleurs américains. Pourquoi? Parce que le Mexique, par rapport aux États-Unis, est un pays à bas salaire. Et donc les entreprises américaines, en particulier dans le secteur industriel, ont délocalisé massivement leurs activités vers le Mexique pour profiter des bas salaires. Donc ça a détruit énormément d'emplois aux États-Unis. Les études montrent que 680 000 emplois exactement ont été détruits à cause de l'ALENA. Et que les salaires aux États-Unis, de manière générale, ont baissé sur la période de l'ALENA de manière assez considérable. Alors, on pourrait se dire, bon, tant pis pour les États-Unis, mais tant mieux pour les travailleurs mexicains. Mais non, justement, les travailleurs mexicains ont aussi souffert de l'ALENA.
D'abord parce qu'il y a certains secteurs au Mexique qui ont été laminés par l'accord de libre-échange. C'est le cas du secteur agricole. L'avantage, c'était du côté américain. Donc, en fait, l'agriculture américaine a tellement concurrencé l'agriculture mexicaine que des centaines de milliers d'agriculteurs ont perdu leur emploi, ont dû émigrer vers les États-Unis. Mais par ailleurs, même les travailleurs mexicains qui travaillent dans le secteur industriel n'ont pas connu en fait d'augmentation de leur salaire sur les 20 années qu'a duré l'ALENA. Et en fait, le taux de pauvreté aujourd'hui au Mexique, il est exactement le même qu'il n'était en 1994. Donc les conditions sociales ne se sont pas améliorées grâce à l'ALENA. Et donc, finalement, le bilan de ce genre d'accord de libre-échange, c'est que c'est très profitable pour les entreprises, mais que c'est négatif aussi bien pour les travailleurs américains que pour les travailleurs mexicains. Et je pourrais montrer aussi qu'au Canada, en fait, les travailleurs canadiens qui étaient impliqués aussi là-dedans n'ont pas profité de l'accord de libre-échange. Alors, ce qui est très curieux dans l'approche de la Commission européenne, c'est qu'on nous dit que le traité transatlantique va créer des centaines de milliers d'emplois, si pas des millions d'emplois ici en Europe. On se base sur des évaluations qui sont purement théoriques, qui sont basées sur des modèles d'ordinateurs, et à aucun moment la Commission européenne n'a été examinée quel a été l'impact de l'ALENA sur les travailleurs, ou alors elle fait semblant de ne pas avoir observé l'impact sur les travailleurs mexicains et américains. Il y a une forte mobilisation actuellement par les critiques du TTIP par rapport au règlement des différends entre investisseurs et États. Qu'est-ce que c'est ce règlement des différends? C'est en fait une forme de tribunal qui est privé et qui est international et qui est spécifiquement créé par le traité. Le but de ce genre de tribunal est très clair, c'est de permettre aux multinationales de porter plainte contre les États. Donc c'est un mécanisme de protection des profits des multinationales. Alors, quand est-ce qu'une multinationale peut porter plainte contre un État? Eh bien, dès qu'une loi ou qu'une décision de l'État n'est pas bonne pour ses profits. Ça donne lieu à des plaintes qui sont absolument hallucinantes. Par exemple, une plainte dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est une multinationale du tabac, Philip Morris, qui a attaqué le gouvernement australien et le gouvernement uruguayen parce que ces gouvernements avaient modifié la présentation des paquets de cigarettes. Donc il imposait aux fabricants de modifier la présentation des paquets pour les rendre moins attrayants pour les consommateurs. Et donc Philip Morris a estimé que cette loi lui faisait perdre des profits et a attaqué devant le tribunal ces gouvernements-là. Un autre exemple, donc ça concerne à ce moment-là des règles sociales. C'est une multinationale qui est active dans le secteur des déchets, qui s'appelle Veolia, une multinationale française, qui, dans le cadre d'un traité de libre-échange, a attaqué le gouvernement égyptien parce qu'il avait adopté une loi sur le salaire minimum en Égypte. Un autre exemple qui concerne la défense de l'environnement. Après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement allemand a décidé de sortir du nucléaire. Une multinationale qui gère des centrales nucléaires en Allemagne, qui s'appelle Vattenfall, a attaqué le gouvernement allemand également parce qu'elle estime que ses profits sont menacés par cette décision. Donc on constate que des décisions qui sont parfaitement légitimes sur le plan de la défense du citoyen sont attaquées par les multinationales pour des raisons de profit pur. Il y a un deuxième instrument qui va permettre aux multinationales d'intervenir directement dans les processus législatifs des États. C'est un conseil qui s'appellerait un conseil de coopération réglementaire. Qu'est-ce que serait ce conseil? Ce serait un comité où siégeraient des hauts fonctionnaires américains et européens. Et la mission de ce comité, ce serait en fait d'évaluer les législations qui sont prises au niveau européen et au niveau américain. L'optique d'évaluation, ça n'est pas de savoir si une loi proposée par un gouvernement est utile pour le citoyen ou pour l'environnement ou pour la santé publique, c'est de savoir si une loi ne coûte pas trop cher aux entreprises. Donc il faut bien visualiser ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire que des fonctionnaires américains siégeant dans ce type de conseil auraient le droit
de recaler, on va dire, des lois qui sont adoptées au niveau européen ou au niveau belge parce que ces lois coûtent trop cher aux entreprises. Il y a une loi qui a été adoptée pour protéger des travailleurs de la silicose. Donc par exemple, c'est une maladie qui attrape des travailleurs dans les mines, par exemple, ou des travailleurs qui travaillent dans des carrières. Donc cette loi était extrêmement utile pour protéger des vies humaines. Elle a été bloquée pendant une dizaine d'années par l'agence américaine qui a ce rôle de supervision, une agence qui s'appelle l'OIRA, et avec donc pendant 10 ans des gens qui ont continué à mourir. Donc on estime qu'il y a des centaines de travailleurs qui sont morts parce que la loi a été adoptée avec 10 ans de retard. Il y a deux étapes où les mouvements sociaux et les syndicats peuvent intervenir, où il est possible de faire capoter le traité. La première étape, c'est que le traité est en cours de négociation avec la Commission européenne. Il devra être signé à un moment donné. Et donc le scénario idéal pour nous, syndicats, ce serait de faire capoter le traité avant que le traité ne soit signé. Donc il n'y ait pas de signature de traité par la Commission européenne. Donc le premier objectif qu'il faut se donner au niveau syndical, c'est de créer une mobilisation sociale et dans l'opinion publique qui soit tellement forte que la Commission européenne se dise finalement ce n'est pas une bonne idée de signer ce traité et je ne vais pas aller à l'encontre de l'opinion majoritaire dans la population. Alors, si malgré tout la Commission européenne décide de signer ce traité, si elle arrive au bout des négociations et qu'elle signe le traité, il reste une deuxième étape, qui est que le traité devra être validé par le Parlement européen. Donc là, il faudra exercer une pression sur le Parlement européen, donc ça nécessite une mobilisation à l'échelle européenne pour convaincre une majorité de parlementaires européens que ce traité est dangereux.